Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief de la J16 de Ligue 1. Monaco qui se déplaçait chez la Lanterne Rouge Dijon et qui a enfin réussi à mettre un fin à cette série noire de 3 défaites. La manière, on en reparlera, mais victoire de Monaco, 1-0, un but signé Kevin Volland. Et pour m'accompagner, il y aura Patrice et Quentin. Salut messieurs. Salut. Bon, comme je le disais, hein, une rencontre assez décevante globalement. Malgré tout, qu'est-ce que vous avez retenu de la prestation globale de l'équipe ? Je vais commencer par toi, Patrice. Moi, je vais surtout retenir déjà la victoire parce que du coup, ça faisait 3 matchs de suite qu'on perdait des points contre des équipes qui étaient nos adversaires directs. On ne pouvait pas se permettre d'en reperdre encore un match, encore plus contre le dernier du championnat. Même s'ils étaient un peu muets ces derniers temps. Donc, très content déjà d'avoir les 3 points ce soir. Le deuxième, ça rejoint le premier. C'est certes les 3 points, mais comment ? Franchement, match très compliqué. On a quand même peu d'occasions. Dijon en a largement plus. Et franchement, ils ont mis des ballons au-dessus. On se demandait encore comment. On s'en sort vraiment très très bien en revenant avec 3 points. Et ça pose beaucoup de questions pour la suite. Et mon troisième point, c'est sur Kovac et sur le 11 qu'il a aligné. Je ne suis pas du tout d'accord. Même si c'est clairement les 11 meilleurs qu'il a mis sur le terrain, et à un moment donné, il faut aussi faire de la gestion d'effectifs. C'était le moment de le faire contre Dijon. Et bon, on en reviendra tout à l'heure, de toute façon, qu'on fera le point sur la compo. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu problématique pour la suite aussi. Voilà. Quentin, tes 3 points. Alors, donc mon premier point, c'est comme a dit Patrice, heureusement qu'on gagne. Hein, en fait, moi, j'éprouve pas plus de joie que ça d'avoir gagné 1-0 contre Dijon, mais bon, c'est pas une grosse démonstration de force. Mais au moins, le plus important, c'est les 3 points, hein, comme dirait l'autre. Donc, à l'extérieur, en plus, c'est pas trop arrivé, c'est assez rare cette saison. Oui. Donc, et contre les derniers du championnat. Donc, bon, certes, mais bon, c'est quand même une victoire, donc c'est à souligner. Voilà, mon deuxième point, ça va être plutôt Volland, qui est donc un point sur Volland, qui est définitivement notre meilleur buteur, le meilleur buteur de l'équipe. Et je trouve en ce moment de assez loin devant Ben Yedder, parce que Ben Yedder est vraiment pas en jambes en ce moment. Bon, il me fait assez peine à voir, même si évidemment il va délivrer la passe décisive, mais voilà, il me fait assez de peine niveau physique. Voilà, on le trouve plus dans un rôle altruiste. Donc voilà, c'est aussi le signe d'un joueur qui décline. Donc bon, c'est peut-être une mauvaise passe, on verra l'année prochaine. Et justement, pour faire transition sur mon troisième point, donc comme je serai pas là au débrief de la semaine prochaine, je vais faire aussi une petite conclusion sur une relativement bonne année, je trouve, de l'AS Monaco. Même si donc il y a une période Covid, etc. Mais voilà, je pense qu'on sort quand même en matière de saison, évidemment, de périodes très compliquées. Et l'année dernière, c'était pas encore dingue. Donc voilà, j'espère que niveau stabilité, notamment, et résultats, évidemment, on aura l'année prochaine une bonne année, une très bonne année encore. On l'espère. Moi, de mon côté, les 3 points, c'est évidemment les 3 points essentiels. Voilà, après cette série noire, il fallait se rattraper, penser avant tout à la victoire. Le deuxième point, c'est que malgré tout, ça confirme un autre fait, c'est qu'on bat les petites équipes et qu'on a les plus grandes peines du monde, par contre, contre ce qui est considéré en tout cas comme les grosses équipes. Alors, il y a eu évidemment cette parenthèse Paris, mais encore une fois, un match très particulier. Paris qui aurait pu mener bien plus à la mi-temps. Donc, ça reste quand même très particulier. Et le dernier point, c'est que certes, on gagne, mais ça reste une prestation très médiocre. Les Dijonnais ont été extrêmement maladroits. On va le voir dans les stats. Et puis, on l'a également vu pendant la rencontre. Ils ont eu un but refusé aussi, plutôt logiquement, mais ça se joue quand même à pas grand-chose. Donc on s'en sort quand même très très bien cet après-midi. C'est le plus important, mais il y a encore énormément de travail et les bonnes choses qu'on avait entreaperçues pendant cette belle série de 4 victoires,
ça semble un petit peu loin derrière nous, malheureusement ce soir. Messieurs, la compo, Patrice, c'était un de tes points, donc je vais te laisser en parler du coup. Oui, on a aligné quasiment la même équipe que le match précédent, avec les meilleurs joueurs qu'on a à disposition. C'est-à-dire qu'on retrouve Mannone dans les cages, qui est confirmé, ce qui me paraît un peu logique pour moi, parce que c'est très compliqué de faire des changements de gardien si on veut les mettre en confiance. La défense, du coup, Dissassi étant suspendu avec son carton rouge, on a retrouvé du coup Badiachil et Maripane. Enrique a repris sa place, il a l'air d'avoir une sorte de turnover entre les deux avec Ballo-Touré. Aguilar était titulaire, et après les classiques devant, Fofana, Tchouaméni, Gelson, Diop et Ben Yedder volant dans l'attaque. Moi, je vois aucune rotation qui est faite là sur les derniers matchs. On a toujours les mêmes joueurs qui jouent, très peu de changements, hormis Ballo-Touré et Enrique. Oui. On enchaîne des matchs tous les 3 jours à l'heure actuelle, ce qui semble être le moment justement de faire des petits changements, parce qu'on sent que notre équipe est fatiguée, on sent que nos joueurs sont beaucoup moins percutants, et on joue justement notre adversaire le plus faible. Donc pour moi, c'était le moment de faire quelques petits changements, de ne pas reconduire encore les mêmes joueurs, les faire se reposer parce qu'on a encore un match compliqué contre Saint-Etienne à venir, et que je préfère qu'on fasse du changement ici que le mercredi, de mémoire qu'on joue. Voilà, donc pour moi, des joueurs comme Sidibé auraient dû jouer, un joueur comme Tchouaméni aurait dû être mis au repos parce que du coup il est sur son 10e match de sursis, c'est bête de lui faire jouer pour qu'il aille chercher un carton jaune, encore plus bêtement, ça on pourra reparler, et qu'il se fasse suspendre alors que du coup on avait donné du temps de jeu à Matazo. Pour moi c'était justement pour qu'il puisse jouer ce match-là, et ben non. Devant, les deux certes étaient sortis à la mi-temps, mais on aurait pu penser qu'un des deux soit un peu mis aussi au repos. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution pour Kovac qui s'entête un peu avec les mêmes 11, et ça va créer des soucis déjà dans le groupe, parce que je pense que les joueurs remplaçants en auront un peu marre aussi de jamais avoir leur opportunité, de jamais avoir tant de jeu, et qu'un groupe ça se gère. Qu'on tire sur la corde sur les joueurs titulaires qui sont fatigués, qui a un risque de blessure encore plus important alors qu'on a déjà beaucoup de blessés. Donc voilà, pour moi, là, il aurait dû y avoir quelques petits changements pour un peu voir plus loin que seulement ce match-là, et anticiper un peu les prochaines échéances pour le bien du groupe et des joueurs. Même avis, Quentin ? Bah oui, plus ou moins. Après, c'est vrai que moi j'ai vu Pavlovic entrer par exemple. Enfin, je sais que c'est des petites entrées, mais finalement, voilà, on les a jamais vus trop non plus. Donc, pourquoi pas leur donner leur chance, ok. Mais c'est vrai que quand tu fais rentrer Matazo une mi-temps, moi, tu t'attends aussi à le revoir, par exemple. Ou quand tu vois Jovetic rentrer à la mi-temps alors qu'il n'était même pas rentré à certains matchs, on se dit mais enfin pourquoi maintenant on teste Jovetic et pas. Enfin voilà. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Puis aussi le fait que alors comment il s'appelle, Matsima était même pas dans le groupe. Voilà, on peut se dire aussi qu'il y a des solutions qui sont plus mises sur la table. Donc ouais, je suis assez du même avis. Même si bon, effectivement, la gestion après en elle-même, ça se travaille, je pense. Mais bon, voilà, rien de plus à ajouter. Pour Fatima, je pense qu'il doit y avoir une blessure, il doit y avoir quelque chose, que c'est quand même très étrange qu'un joueur qui soit quand même limite annoncé comme le 3e de nos défenseurs centraux sur le début de la saison, qui fait de très bons matchs. À aucun moment on a vraiment la nécessité vraiment de l'écarter. Et là, sur 3 matchs de suite, il n'est même pas dans le groupe. Ça me paraît bizarre. Je pense vraiment qu'il y a un petit souci peut-être physique avec lui, ou je sais pas, ou peut-être personnel. Mais ça paraît assez étrange qu'il soit écarté. Je pense pas que ce soit franchement pour son niveau qui était vraiment très bon. Et pareil pour Florentino, d'ailleurs, que je n'ai pas évoqué, mais c'est vrai que lui, on le voit plus du tout. Et pour le coup, il n'y a vraiment pas de raison. C'est performant, c'est quand même. Mais après, ça paraît bizarre qu'il soit aussi éloigné que ça, parce que derrière ça, voilà, c'est ça. Là, pour moi, il n'est n'est pas si éloigné d'un Fofana. Lui, par contre, contrairement à Matsima, n'a pas fait des performances qui mériteraient d'être revues, quoi. Ouais, mais tu le mets pas au placard. Mais clairement, on le met pas au placard, un joueur qui a ce niveau, quoi. Ouais, il était même hors groupe pendant un moment, Florentino. Donc là, c'est vrai que on pourrait avoir l'occasion de le revoir de toute façon ce mercredi, parce que c'est Fofana qui est suspendu. Non, Tchouaméni, non ? Non, Fofana est suspendu contre Saint-Étienne, et Tchouaméni le sera contre c'est Lorient ou Angers, il faut voir. C'est ça, d'accord, ok. Il le sera à la reprise de Tchouaméni, donc à voir, il y aura le retour de Disasi aussi, à voir qui sera aligné à ses côtés. On va en reparler, mais une nouvelle fois, on a trouvé, on peut tout de suite le dire, Badiachil, pas loin du catastrophique.
Bon, la rencontre, messieurs, on peut le voir sur les stats. Globalement, c'est très équilibré. Il y a grosso modo la même possession, le même nombre de frappes. Comme je le disais dans un de mes points, on a eu beaucoup de chance que les Dijonais n'encadrent quasiment aucune. La seule frappe cadrée a intervient en toute fin de rencontre en plus. Globalement, Quentin, cette première mi-temps, je vais plutôt interroger Patrice parce que tu as un peu vu la première mi-temps dans des conditions un peu moins bonnes. Donc Patrice, sur cette première mi-temps, il y a le but de Monaco, mais globalement, on se fait chier un petit peu, hein, tout simplement. Non, même moi dans les notes que j'ai prises, à part noter les deux buts, dont un qui est refusé pour hors-jeu, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas vraiment d'action sur cette première mi-temps. La possession, elle est un peu équilibrée. J'ai l'impression qu'on a un peu plus le ballon peut-être sur cette première mi-temps et qu'on le lâche beaucoup plus sur la seconde. Donc, j'ai pas noté grand-chose, quoi. Dijon n'a pas non plus été très dangereux sur cette première. C'est plus sur la deuxième qu'ils ont vraiment des occasions un peu plus nettes et franches qui auraient pu nous faire mal. Ouais, après, il y a également cette situation de peut-être penalty. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas... Il y a faute, et justement, on en parlait un petit peu avec Pour Quentin. moi, il simule. Hein. Ouais, mais on en parlait justement un petit peu avec Quentin avant la rencontre, c'est que c'est la situation un peu... Ça ressemble un petit peu malgré tout à ce qui s'est passé mercredi. Et c'est pour ça que moi, j'étais sur la décision de respecter la décision de terrain. La décision de terrain pour moi de mercredi, c'était penalty. Les images ne montraient pas clairement qu'il n'y avait pas penalty. Il y aurait dû y avoir penalty. Aujourd'hui, la décision de terrain est qu'il n'y a pas penalty. Les images clairement ne montrent pas clairement qui doit y avoir penalty. Donc on doit rester. Donc là, pour moi, la décision a été bonne cet après-midi de ne pas siffler ce penalty. Malgré tout, Quentin, on va réussir à ouvrir le score sur une belle action, un bel enchaînement et cette doublette Ben Yedder-Volland qui avait fait quelques merveilles en début de saison et qu'on avait un petit peu perdu, en tout cas dans leur jeu entre eux. Là, ce coup-ci, ça a bien fonctionné et Volland est à la conclusion de cette belle action en un joli 1-2 entre les deux hommes et une belle frappe pour l'Allemand. Ouais, une action qui part de Manonnet, hein, je le signale, donc qui est bien construite, avec un Diop en relais qui initie une très belle passe aussi à Volland. Et oui, un 1-2, voilà, de façon très simple, voilà, et avec une frappe en une touche, donc vraiment magnifique. Franchement, c'est le genre de but qu'on pourrait s'attendre à marquer régulièrement. Pas trop, enfin qu'on marque pas finalement aussi régulièrement que ça, mais une belle action et une belle finition aussi de notre ami Volland. Oui, voilà, c'est ça. Un très beau but. C'est donc son 6e but. Et comme tu disais, bon, on le considère un peu comme le meilleur buteur, étant donné que Ben Yedder, il y a 3 ou 4 pénaltys, c'est ça, sur les 6 ? Ouais. 4, il me semble, ouais. Ouais, je me demande 4, si c'est pas ça me dit 4. quelque chose plutôt. En effet, et puis c'est aussi que ça commence un petit peu à dater. Hein. Son dernier but, c'était face à... je sais même plus, en fait. C'était pendant la série des 4 victoires. Non, il a 3 pénaltys de suite. Hein. Donc, les derniers buts, c'est que des pénaltys. C'est 3 pénaltys de suite. Donc, Lille, c'est Pellegrini. Ouais. Donc, Lille, c'est Pellegrini, oui. Donc c'est Marseille alors. Marseille, il marque le péno. C'est lui qui le tire le péno. Ah oui, Fabregas, c'était face à Paris. Pardon. Ouais, c'est ça. J'avais ce doute. Oui, mais dernier but dans le jeu. Bordeaux. Non, Bordeaux, c'est un pénalty aussi. Ah, le dernier but dans le jeu, c'est peut-être bien Strasbourg. Hein, Montpellier. Montpellier, oui, pas Montpellier. Voilà, bah c'est Montpellier. Ok, donc voilà. Donc ça fait. Mi-octobre, 2 mois. Oui, donc ça fait un bon moment. Donc comme on le disait, Montpellier, c'est un péno, hein. C'est un péno. Ouais, bon, on va passer à autre chose, hein. C'est pas très important. Ouais, non. Enfin bref, voilà, c'est à quel point on s'en souvient pas, donc bon. Ouais, moi, je pense que c'est Strasbourg. Mais en tout cas, Monaco, donc Patrice, on le disait, hein, une mi-temps très décevante et Dijonais qui eux vont se procurer plusieurs situations et qui vont même marquer un but refusé pour hors-jeu. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'attaquant Jeanne Manonnet, pour moi c'est la règle, c'est l'application stricte du règlement. Je suis plutôt pour que le but soit annulé, même si ça pourrait faire grincer quelques dents du côté dijonnais, je pense.
Ouais, mais je trouve que l'angle de la caméra, il est pas fou et ça me permet pas vraiment de voir vraiment s'il gêne Mannonnet. Sur mon cas, ça m'a énormément surpris. Je comprenais pas ce qui était sifflé et pourquoi je pensais vraiment à un hors-jeu de position sur la balle en retrait, mais pas du tout. Parce que du coup, pour remettre le contexte, c'est sur un coup franc où le ballon est renvoyé du coup par le groupe de joueurs devant la surface et derrière il y a un très bon enchaînement, une très bonne frappe qui va au fond des filets, donc du coup est sifflé à un hors-jeu pour le joueur qui est resté derrière quand le bloc est remonté et du coup qui a gêné sur la frappe la vision apurée de Mannonnet. Donc pour moi c'est bien heureux qu'on ait pas encaissé ce but-là, c'est quand même très très limite et c'est rare quand même que des hors-jeux soient sifflés comme ça pour obstruction à la vision du gardien, c'est pas très courant. Ouais, en tout cas moi je suis plutôt... Même si c'est la règle, je suis tout à fait d'accord. Ouais, voilà. C'est le plus important, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que c'était, on va dire, certainement leur première vraie grosse situation. Et ce qui est un peu dommage pour eux, c'est que ce genre de situation, ils vont s'en procurer d'autres, un peu ce genre de frappe. Malheureusement, celle-là, pour eux, elle est splendide, elle est en lucarne, mais toutes les autres ne vont jamais être cadrées, Quentin. Et c'est vrai qu'on en parlait, et on le voit au niveau des stats, ils ont 11 frappes pour une seule cadrée, et comme je l'ai dit, c'était en toute fin de rencontre. Toi, tu allais regarder les expected goals de la rencontre, ils sont du coup très légèrement devant nous. Alors, on peut considérer que c'est égalité, parce que c'était quoi les chiffres que tu m'as donnés ? Alors du coup, c'était plutôt 1,18 pour Dijon et 1,13 pour nous. Sachant que nous, on a aussi une très grosse frappe de Badiachil, là, qu'on en parlera à la 60e minute. Très grosse frappe en Rome, tu le noteras, à peu près 2 km/h. Qui compte pour la moitié de l'expected. C'est ça, pour la moitié du match, vraiment. Pour le coup, c'est... Voilà, donc une grosse efficacité de notre part, on peut le dire, et une très grosse inefficacité pour Dijon aussi. C'est ça, donc Monaco, c'est leur 5e match à domicile où ils mettent pas de but, je crois. Ah, de toute façon, ils sont en très très grande difficulté. Et c'est pas étonnant qu'ils soient derniers, mais c'est justement ce que je disais dans mon troisième point, c'est que ça reste ultra inquiétant de faire une telle prestation contre une équipe qui fout pas un pied devant l'autre. Honnêtement, si on repart avec le nul, c'est plutôt même normal sur la totalité de la rencontre. Donc il n'y a vraiment pas de quoi fanfaronner ce soir. L'important c'était de gagner et ça a été fait. Mais il faudra faire plus, ne serait-ce contre Saint-Etienne, même si Saint-Etienne va mal et qu'ils ont encore perdu, si je ne dis pas de bêtises, cet après-midi. C'est quand même un poil au-dessus de Dijon, et ce poil au-dessus, ça peut tout simplement suffire à nous, à nous faire chuter une nouvelle fois. On l'a vu, Lens, moi je disais que Lens c'était quand même faible. On l'a encore vu hier, ils ont perdu face à Metz. Metz, c'est pas une bonne équipe, mais on est dans ce ventre mou là d'équipe un peu médiocre, un peu moyenne, qui bat vraiment les équipes de fond de tableau, mais qui a plus de mal contre les équipes du haut. En tout cas, le score à la mi-temps est donc de 1-0, restera de 1-0. Va y avoir des changements assez rapides, Patrice, en début de seconde mi-temps, pour essayer d'insuffler peut-être un second souffle à l'équipe. On va avoir quand même la sortie conjointe de Diop et de Ben Yedder. Peut-être un peu surprenant de faire sortir Diop, un peu moins Ben Yedder qui, il est vrai, n'est pas bon. Il est vrai, peut avoir l'excuse de ne pas être bien physiquement. Mais par contre, Diop, c'est surprenant, moi je trouve, encore une fois, de le faire sortir. Je commence vraiment à de plus en plus apprécier le joueur. Donc personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ce choix et pourquoi laisser un Gelson Martins sur le terrain. Oui, c'est là où j'allais en venir justement, c'est pourquoi c'est pas Gelson qui sort, sachant que Diop avait été sorti à la 28e minute sur le match précédent. Donc normalement, il devait avoir les jambes pour pouvoir faire beaucoup plus de temps de jeu. Là où par contre Gelson en avait beaucoup moins, on l'a pu le voir de toute façon sur la première mi-temps déjà. Oui. Donc oui, c'est assez surprenant. Autant oui que la sortie de Ben Yedder, elle est le plus logique du fait que il a du mal physiquement depuis qu'il a eu le Covid. Oui, c'est assez dur de revenir physiquement quand on l'a eu. Donc ça paraissait un peu plus logique. Mais c'est vrai que c'est dommage, Diop faisait un bon match, Gelson pas trop. Et du coup, Goebbels a plus le profil d'un Gelson, plus un ailier, même si pour moi c'est plus un buteur, mais voilà, il peut plus évoluer sur le côté offensif de l'équipe que Diop, qui est beaucoup plus au centre du terrain, au cœur du jeu. Donc voilà, c'était un peu bizarre de vouloir avoir deux joueurs sur les côtés qui étaient très très offensifs, donc on passait limite à 4 attaquants au final.
Donc c'est un choix assez surprenant. Pour moi, il y avait un peu une cassure sur l'équipe à ce moment-là. Oui, mais c'est vrai que Jebels, on a encore un petit peu de mal vraiment à cerner quel est son profil, quel est son poste. Voilà, quand Pellegrini rentre, on sait Pellegrini, il est fait pour jouer dans l'axe. Moi, Jebels, à chaque fois, on le fait rentrer globalement sur le côté. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Hein. Il va pas spécialement vite. C'est un grand gabarit. Alors, on peut être ailier en ayant un grand gabarit, mais je un peu de mal encore avec ce joueur et on va y revenir. C'est vrai qu'il a quand même joué un bon moment. J'ai pas la sensation de l'avoir vu réellement sur le terrain. Ne serait-ce que Pellegrini en 5 minutes, on l'a vu plus. On en reparlera avec son but hors jeu évidemment, mais je sais pas. Là, Jebels, il se comparait à Mbappé quand il est arrivé chez nous. Bah, mon grand, pour l'instant, t'en es à des kilomètres. Hein. Mais alors là, c'est même plus des kilomètres. T'es limite, t'es pas au niveau de Moussa Sylla, donc il va falloir travailler un petit peu plus à l'entraînement hein, pour nous montrer d'autres choses. Donc cette seconde mi-temps, Quentin, bah, un peu. Il a mis plus de buts. Hein. Bah, Sylla a eu au moins le mérite de nous sauver, de nous permettre de nous qualifier en Coupe d'Europe sur une saison. Quoi. Voilà, ça sera son fait Pour l'instant, d'armes. il a 2 buts de mémoire, alors que Goebbels n'en a qu'un seul sous les couleurs de la SM. Après, Jebels a le mérite de nous avoir fait remporter notre premier match de l'année face à Nantes. Bon, voilà. Oui. Mais c'est vrai que c'était déjà la deuxième journée et que depuis, bah, il n'y a rien de bon à mettre à son crédit sur les peu d'entrées qu'il a eu, certes, mais il en a eu quelques-unes. Et là, il avait vraiment la chance de se montrer contre une équipe très faible. Il ne l'a pas fait, donc on verra si on le voit ou pas mercredi face à Saint-Étienne. Donc la seconde mi-temps, Quentin, comme je le disais, un petit peu un copier-coller de la première. Les Dijonais qui vont se procurer beaucoup de grosses situations, mais heureusement pour Monaco, elles vont toutes être ratées. J'ai particulièrement en mémoire une frappe au-dessus de leur attaquant quand Badiachil nous fait une intervention à la... Ah oui. à Oui, c'était Badiachil, celle-là quoi. que je parlais, dont je Ouais. parlais tout à l'heure. En fait, ouais, c'est vrai, Badiachil qui se trouve complètement, on en reparlera encore, mais il a failli donner un but. Et puis, alors je crois que c'est Konaté, du coup, effectivement, qui ouvre complètement sa frappe et qui la met au-dessus. Heureusement pour nous, parce que voilà, il y a une deuxième occasion qui va être exactement au même endroit, qui va être un peu mieux construite, celle-ci, et qui ne sera pas, à mon avis, du ressort d'une erreur ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pareil, hein, même tir, même destination, c'est-à-dire au-dessus des cages. Et Oui. Mannone qui finalement n'aura eu qu'à se montrer une seule fois C'est peut-être en pas fin plus de mal. match. C'est peut-être pas plus mal quand on C'est vrai. sait. Bon, voilà. Même si Lille, il avait été bon, mais bon, c'est une seule rencontre. Donc, mais c'est vrai qu'après, voilà, cette mi-temps, donc Patrice, les Dijonais vont pousser timidement. Monaco, on va également se procurer quelques situations de contre très très mal gérées. J'ai en mémoire une de Gelson Martins où il peut faire à peu près tout, Ah oui. sauf ce qu'il fait, garder le ballon, s'enfermer, rentrer dans la surface et se retrouver dos au jeu. En Là, plus, il n'est pas gaucher, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il veut ouais, absolument se remettre sur son pied droit et du coup, au lieu d'attaquer et d'essayer de frapper C'est un son deux pied sur gauche ou de lui. centrer, du coup, il fixe la défense, il la fixe, puis du coup, il fait demi-tour et il fait une passe un peu molle en retrait qui, du coup, peut pas être reprise directement par Chouameni, il me semble que c'est. Et du coup, qui l'a fait changer de oui. côté et au final, on n'a pas d'action alors qu'on a une très belle contre-attaque. Oui, et puis en plus, les consignes quand même semblaient assez strictes, assez défensives plutôt, parce que sur cette action-là, certes, il joue pas très bien l'action, mais il arrive malgré tout à pas perdre le ballon, à se retourner pour chercher une solution, et il y a zéro solution. Enrique n'est pas monté, Tchouaméni et Fofana sont quand même très loin, ce qui fait qu'il doit attendre, et sa passe au final est mauvaise. Donc certes, il joue mal le coup parce qu'il doit faire mieux et essayer de trouver ou Jovetic ou Voland. Il n'empêche que dans un second temps, aucune solution ne lui est donnée parce que, et on en parlera, j'ai trouvé Caillot très timoré, très défensif. C'est dommage parce qu'on l'avait bien aimé justement quand il apportait offensivement, quand il venait un petit peu dédoubler sur son côté et ça a apporté ce qu'apporte Aguilar de l'autre côté. Là, on a quand même le jeu qui penche essentiellement que d'un côté parce qu'il n'y a que Aguilar qui monte et que Caillot, il est cantonné à un rôle défensif. Et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit forcément sa plus grande qualité. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. C'est bien beau de faire rentrer Jebels pour Diop et d'apporter du coup un profil plus offensif. Mais si c'est pour le faire de cette manière-là et couper son équipe en deux,
au bout du bout, l'intérêt est très minime. Quentin, qu'est-ce que tu as ajouté sur cette fin de rencontre? On s'est un petit peu fait peur avec cette pseudo-main de Badiachil. Là, pour le coup, pour moi, ça peut pas être sanctionnable. Ouais, non, il y avait pas, je pense pas qu'il y avait les mains. Après, non, bah voilà, quelques situations. L'arrêt de Mannone à noter. Bon, on peut se faire peur parce qu'effectivement, on tue pas le match en inscrivant un deuxième but. Ouais, Ça aurait pu parce qu'on se nous. connaît aussi. Parce qu'on se connaît, on sait Voilà, que... exactement. Non, mais voilà, après, on aurait pu mettre un petit but à la fin, dernière seconde, de Pellegrini qui se place très mal, mais bon, en soi, voilà, ça lui fait se montrer un peu. Mais non, pas grand-chose à dire à part l'entrée de Pavlovic, comme je l'ai dit, mais voilà. Après, et Sidibé aussi, effectivement, qui s'est pris un gros stock d'ailleurs, Oui, à un moment. Sidibé qui Mais est rentré, non, bah, à part ça. qui a fait 2 centres assez corrects, et par contre qui, juste après, s'est pris un coup dans pleine gueule, et ça l'a complètement assommé pour les 10 minutes. En pleine gorge, surtout. Ouais, Ouais, en c'est pleine dangereux. gorge. Ouais. Ah bah, au rugby, c'est Ça mérite carton au moins rouge, un hein. petit. Bah ouais, moi ça mérite au moins un petit carton. Je veux dire, attention, c'est beaucoup trop d'engagement et réaction dangereuse sur l'intégrité du joueur, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'il le fait pas du tout exprès. Oui, bien sûr. Ah, mais après, il n'y a pas d'intention. Mais bon, ça n'empêche pas que quand tu mets des semelles, normalement, il n'y a pas non plus l'intention, quoi. Et pourtant, c'est très dangereux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, voilà, Monaco qui va tenir ce résultat jusqu'au bout. On l'a dit, c'est les 3 points, c'est le plus important. On en a 26, hein, on est toujours décroché évidemment des leaders, mais on reprend un petit peu de points sur Montpellier qui a fait nul face à Brest. On reprend des points sur l'OM qui semble enfin calé. Alors vous le savez, hein, moi c'est une équipe que globalement j'aime bien, mais je trouvais ça absolument scandaleux que depuis le début de saison ils aient autant de points avec un jeu aussi pauvre. Enfin, ils sont enfin en train de perdre des points parce que merde, au bout d'un moment, l'arnaque allait forcément s'arrêter un jour. Donc voilà, c'est le bon point. Après, je pense que les 3 premiers, on les reverra jamais. Et du coup, il va falloir essayer d'aller se battre pour la 4e place. Et ça sera Et déjà Lens qui très perd bien, aussi. Hein. Oui, mais Lens, encore Sauf une que nos fois, adversaires, après nous avoir je les battus, compte il pas, faut nous mettre Lens. le merde. Lens, je les compte pas dans nos adversaires. Ou alors, si tu commences à compter Lens dans nos adversaires, c'est qu'on vise la 10e place. Et ça serait pas très très bon signe. Oh, Nice c'est a méchant perdu. avec eux. C'est notre position. Bah oui, mais il n'empêche que c'est pas celle qu'on vise, quoi. Ou alors, Bah, j'ai raté une étape. Hein, mais... donc voilà. Les top et flop, justement, on va y venir tout de suite. Alors, assez étonnamment, on n'a pas mis beaucoup de flops, alors que la rencontre n'est pas très bonne. On en a même mis qu'un seul. On est monté jusqu'à 2 tops, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de moyennas, quoi, sur tout le reste, et on y reviendra Oui. sur le reste de l'équipe. Bon, le top, dans un premier temps, Patrice, c'est Volande. Parce qu'il y a le but, hein, tout simplement. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai quand même, et que ce but est évidemment importantissime et qui nous permet d'avoir 3 points. il y a le but parce que du coup il est un peu au début à la fin parce que c'est lui qui fait la bonne passe en retrait sur le dégagement de Mannone. Après c'est lui qui fait le 1-2 avec Ben Yedder aussi pour arriver à se mettre dans une bonne position, faire une très bonne frappe, hein, parce qu'il n'y a pas à dire, elle est très très belle. Derrière il y a une belle tête aussi que le gardien arrête et un bel extérieur en deuxième mi-temps aussi que le gardien aussi arrête. Donc voilà, c'est des frappes cadrées. Il a joué son rôle d'attaquant, en tout cas, beaucoup plus que son compère. Donc pour moi, oui, c'est un joueur à ressorti et qui a été dangereux, et qui nous a permis en plus de gagner ce match, c'est lui. Donc voilà, c'est facilement, pour moi, il se détache vraiment de tout le reste. Ouais, moi j'étais plus parti sur. Parce que toi aussi, Quentin, t'étais plus parti sur Folland en 1. Moi j'étais vraiment parti sur Diop en 1. Encore une fois, j'ai bien aimé sa prestation. Comme je l'ai dit, hein, je suis un peu déçu qu'il soit sorti aussitôt. Il nous a fait quand même 2 petits cafés crème là, en bord de ligne, un à gauche, un à droite. Malheureusement, pas forcément très bien conclu, mais aussi par des manques de solutions aussi peut-être. Mais techniquement, quand même, il montre de plus en plus de belles choses. Il arrive un petit peu aussi à épurer son jeu, à lui permettre d'être un peu. De pas trop en faire. Alors, ça reste un joueur technique, donc il y aura du déchet. C'est pas forcément un problème, mais il faut que ça reste dans une certaine dose. Et je trouve que là, il l'a bien fait, il oriente bien le jeu. Il y a eu aussi une très bonne passe très rapidement. Je crois que c'est pour Voland dès l'entame de match où il y a clairement moyen de faire beaucoup mieux. Donc, pour moi, c'est le joueur essentiel, en tout cas dans la construction du jeu.
en l'absence d'un Fabregas et en l'absence aussi d'un Golovin, même si là on a un peu plus de doutes sur le russe. On espère que dans cette équipe-là, on pourra enfin voir le Golovin qu'on avait entreaperçu à de trop peu nombreuses reprises les 2 saisons précédentes. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur Diop. Par contre, on a eu un vrai consensus sur Badiachil, Quentin. Alors moi, au bout d'un moment, je me suis amusé à compter ses interventions réellement propres. Et entre la 45e et la 70e, il m'a donc fallu attendre 25 minutes avant d'en avoir une. Je trouve qu'aucune de ses interventions sont propres. Il est d'une softitude totale, il est nonchalant, il se place mal. Je commence sérieusement, alors que je l'avais trouvé un petit peu mieux sur quelques rencontres, et il est de nouveau en train de partir en cacahuète, et je me dis qu'on a refusé 25 millions cet été pour ça. C'est incompréhensible. Cumulé en plus à Maripane qui lui en vaut 18, la défense centrale, ça va vraiment plus, quoi. On sent une recherche de justesse dans ce qu'il fait, mais voilà, de façon trop molle. Si tu donnes pas d'envie en fait d'aller choper la balle, effectivement, elle t'échappera et derrière il y aura voilà un contre ou une balle qui va revenir à l'adversaire. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on n'est pas serein du tout quand on le voit toucher la balle ou quand on le voit dans ses interventions. Et c'est vrai que même à la limite, Maripane, je l'ai trouvé plus juste à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il nous faut vraiment un défenseur à la Matsima, en fait, du coup, peut-être, qui remplace en tout cas ce joueur pour voir comment l'équipe fonctionnerait sans lui, en fait, sans Badiachil. Déjà, est-ce qu'on arriverait à relancer proprement déjà ou à reprendre proprement des ballons, parce que j'ai l'impression que là c'est vraiment la cata, surtout contre des grosses équipes. Là contre Dijon ça s'est pas trop vu, mais c'est vrai que contre des grosses équipes on peut se poser des questions défensivement. Oui, je pense que les matchs précédents nous l'ont bien montré qu'on pouvait se poser même de fortes questions. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que pour nous c'est notre top, on va dire number one. Malgré tout, je le disais, hein, flop, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Ma langue a fourché. Malgré tout, Patrice, on le disait, le reste de l'équipe globalement moyen, a commencé par Mannone. Pour le coup, on peut pas forcément le mettre dans la catégorie moyen, c'est surtout qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Et le peu qu'il a eu à faire, c'est cette dernière frappe. Il a eu le mérite de bien la capter. On peut noter du coup un clean sheet, c'est déjà assez rare pour déjà Monaco, pour lui encore plus parce qu'il a eu moins de matchs. Donc c'est très bien. Il y a une seule frappe cadrée, à mon avis c'est du coup cette dernière frappe où il se couche bien. Bon, on l'avait déjà noté, c'est un gardien qui va très vite au sol. C'est beaucoup plus compliqué dans les airs, mais en tout cas pour ce qui est de se coucher, il est très bon, donc ça va. Sur la frappe, il s'est très rapidement mis au sol, il a pu la capter. C'est la seule chose qu'il a eu à faire du match, il l'a bien faite, et tant mieux, comme ça on peut repartir avec les 3 points. J'ai noté un jeu au pied un peu moins catastrophique qu'à l'habituel, parce que je lui tombe souvent dessus par rapport à ça. Là, je trouve encore une fois qu'on lui donne trop le ballon, mais il a moins fait de grosses erreurs. Il a même été en difficulté sur une remise d'Aguilar, si je dis pas de bêtises. Il a plutôt bien fait le taf en la dégageant en 2 temps. Donc voilà. Justement, Aguilar, Quentin, toi, tu étais prêt à le mettre limite dans les tops. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais du coup, c'est que tu as plutôt, toi, bien aimé son match. Bah ouais, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il est... alors c'est peut-être parce qu'il avait un brassard de capitaine en deuxième mi-temps, mais j'ai toujours l'impression qu'il est dans les bons coups et qu'il est plus juste défensivement. En fait, je l'ai trouvé juste de ce côté-là, j'ai trouvé un peu plus en vue, parce que c'est vrai qu'on lui reprochait souvent de ne pas être assez défensif au vu de ses montées, etc. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on trouve le vrai niveau de Ruben Aguilar depuis ces derniers matchs et depuis cette saison, en fait, même tout simplement. Et que on sera assuré, en fait, pour une fois, on a comment on dit, Ah oui, c'est une valeur sûre, oui, oui. Une valeur sûre. Une valeur sûre au moins dans l'équipe, qui pourra mettre son talent au service de l'équipe à tout moment, même comme dans les mauvais, les mauvais comme dans les bons. Enfin bref, en gros, je trouve encore qu'il se détache parmi les meilleurs de l'équipe. Et pour ça, effectivement, pourquoi pas, j'aurais pu le voir dans mon top 3 en fait, on va dire, de l'équipe. Mais bon, après, c'est vraiment pas un match non plus incroyable à l'image de tout le reste des joueurs. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une des valeurs sûres de l'effectif, mais je le trouve moins bien quand même depuis la trêve, depuis les Bleus.
comme beaucoup, hein, quand ils reviennent des Bleus, c'est souvent un petit peu compliqué pour certains. Il était quand même vraiment flamboyant en début de saison. Il avait fait 2 premiers mois vraiment d'un très très haut niveau. Ça lui avait permis d'ailleurs d'être appelé en bleu, même si on le rappelle, il y avait eu un enchaînement de blessures qui lui avait permis d'accéder au Graal, mais il n'empêche qu'il y était arrivé, et depuis il est un peu moins bon, un peu en dedans, un peu moins décisif, même si ça reste tout à fait correct, je suis assez d'accord. Caio, je vais m'en occuper parce que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, donc voilà, je trouve qu'il n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Je trouve, les fois où on l'a vu offensif, je trouvais qu'il y avait vraiment des très bonnes choses. Et là, il se cantonne vraiment dans un rôle très défensif. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Alors, il n'a pas été mauvais, mais il a tout simplement été assez fantomatique pendant cette rencontre. Et je trouve que c'est un peu dommage vu le prototype et le profil du joueur. Patrice Maripane, bon, encore une fois, on a du mal à réellement s'enthousiasmer pour ce joueur qui, on le rappelle, a coûté pas loin de 20 millions d'euros quand même. Bah, c'est là que j'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a avec Matsima, parce que j'aurais vraiment préféré le voir jouer, même bon, si la charnière aurait été très très jeune avec Badiachil, mais bon, Maripane, sur le peu qu'il joue, ça ne nous rassure pas du tout, quoi. Et même le manque de connexion qu'il peut y avoir avec ses autres partenaires, quoi, sur plusieurs actions où ils se parlent pas, où du coup ils vont tous les deux sur un ballon, il y a des moments donnés, ils partent tous les deux sur un même joueur sur le marquage, et du coup en laissant un autre libre. L'action aussi où avec Aguilar il s'embrouille, il se rentre dedans, qui est derrière dangereuse. Voilà, il n'a pas été très rassurant sur beaucoup de petites actions comme ça, pas d'erreur notable. Il a bien défendu son vis-à-vis, mais je trouve que c'est pas rassurant en tout cas pour un poste de doublure. Déjà que Dissassi rassure pas à 100% non plus. Voilà, c'est toujours le même chantier. On a l'impression que ça évolue pas côté de la défense centrale, qu'on va pas arriver à avoir quelque chose de serein, et on a l'impression qu'on va encore se reposer la question cet été, c'est de savoir ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, j'ai même envie de te dire, peut-être même dès cet hiver. Fofana, Quentin. Alors Fofana, bah voilà, certains l'ont vu, c'est vrai, rater beaucoup de frappes. Moi, j'ai pas vu que ça, mais effectivement, au bout d'un moment, on se dit qu'il a vraiment un problème à la fin. Enfin, j'ai pas envie d'appeler ça la finition parce que le dernier match c'en était, mais là, c'était plutôt des frappes de loin. Donc voilà, bon, il va mettre des patates, des pigeons, comme tu dirais. Donc non, mais enfin, pour le coup, je l'ai trouvé assez intéressant quand même. Puis il a su bien tirer des corners, mais après. Voilà, moi j'aimerais bien voir Florentino en fait. J'aimerais bien revoir Florentino. J'en ai un peu marre de le voir maintenant du coup, parce que il est pas non plus flamboyant. Et Tchouaméni non plus, il l'a pas été. En fait, ces deux-là, c'est vrai que je commence aussi à me poser la question. C'est Damien qui disait ça contre Lens. C'est vrai, je commence aussi à me poser la question que si, voilà, est-ce qu'on va les laisser encore? Quel est l'avenir de ce milieu-là en fait dans cette équipe? Donc, je profite de parler de Tchouaméni aussi. Pour moi, on va toujours les mettre ensemble. Vas-y. Mais voilà, c'est vrai que ce milieu, il a un peu, voilà, on se dit qu'il a des limites en fait. Et j'aimerais bien voir autre chose aussi pour voir, parce que c'est vrai qu'on peut se poser les questions et on l'a vu contre les grosses équipes. Encore une fois, l'efficacité de ce milieu de terrain. Le truc, c'est que c'est deux profils un peu plus relayeurs que réellement 6. Tchouaméni a, je trouve, un petit peu plus l'étiquette offensive. Mais c'est vrai que c'est pas des vrais. En tout cas, c'est pas un troisième élément vraiment dans l'axe qui permettrait de solidifier le tout. Et étant donné que les deux derrière, Dizazi avait fait du très bon, mais dernièrement, lui aussi a été quand même plus que limite. Et quand c'est Badiachil et Maripane, j'en parle même pas. Donc c'est vrai que là, on aurait peut-être besoin d'avoir un troisième qui permettrait un petit peu de solidifier le tout. Et c'est vrai que pour le coup, ils n'ont pas forcément ces profils-là. Peut-être que devant une très très grosse défense centrale, ça serait moins problématique de les utiliser ensemble. Mais là, il est vrai que dans le contexte actuel et avec toutes les erreurs défensives, que ce soit de placement ou carrément des vraies erreurs individuelles, on peut se poser en effet la question. Alors, est-ce que c'est Florentino Luis la solution? Je ne sais pas. On le verra certainement mercredi, de toute façon. Donc, on en saura peut-être plus. Patrice, notre coureur de 800 mètres, Nelson Martins. Que dire sur sa prestation, encore une fois. Il tente des choses, mais alors il a un QI foot quand même. C'est proche du négatif quand même. Par moments, il fait des choses assez particulières.
Ouais, c'est toujours pas ça, quoi. Il enchaîne des matchs où il est vraiment pas terrible, quoi. C'est rare qu'il soit non plus mauvais, où il rate des actions et tout, mais là, il se met difficilement en situation, justement. Je trouve qu'il ne va pas, il va pas chercher le dribble, il va pas chercher à éliminer son adversaire direct pour essayer de se trouver en position de frappe. J'ai pas souvenir de l'avoir vu frapper sur ce match. Non. Peut-être parce qu'il cherche vraiment à se mettre toujours sur son bon pied et du coup à rentrer, ce qui est problématique. Malheureusement, on n'a pas trop d'autres solutions, quoi. Donc on doit faire avec ça pour l'instant et c'est un peu regrettable, quoi. Je trouve que c'est vraiment le défaut qu'on a sur tout notre groupe, hein. Je parle même pas du Lyon, c'est vraiment du groupe, c'est de ne pas avoir assez de solutions sur ces milieux désaxés qui sont sur les côtés et de devoir faire jouer des ailiers comme Chelsea à ces postes-là. En effet. Alors oui, il tire juste à la 20e minute, ouais. Je vois ça. Mais un tir bloqué. Et juste un petit truc sur Gelson, justement. La frappe de Ben Yedder qui est détournée, qui lui arrive dessus. Oui. C'est ça, ouais, voilà. Mais du coup, un petit truc sur Gelson, je suis de plus en plus convaincu que on pourrait faire jouer Golovin à sa place, en fait. Enfin, si c'est pour faire ça, en fait, autant mettre Golovin et puis avoir deux milieux, on va dire, un peu voilà, dans les demi-espaces, un peu plus techniques, mais vraiment pas ailier. Quoique Golovin peut jouer un peu ce rôle d'ailier, je pense qu'il est un peu plus rapide qu'un Diop par exemple. Mais voilà, autant faire ça, parce que pour moi, Gelson, là, il était plus bas que Diop la plupart du temps. Donc il servait un peu à la construction et pour moi, c'est pas son rôle. Enfin, il est pas bon dans ce moment-là. Effectivement, alors c'est Corentin Buzière qui disait ça. Effectivement, il faut le faire jouer à droite pour le mettre dans les meilleures conditions pour le coup. Si tu veux le faire jouer ailier en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi son cas pour l'équipe. Ce serait bien qu'il fasse un petit tour sur le banc aussi. Ça fait un petit moment là. Pour mettre qui? C'est ça le problème. Ouais, Golovin prochain, mais du coup, on attend tous que Golovin revienne pour ça, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, voilà, peut-être un autre système, peut-être, voir autre chose. Mais effectivement, je vois pas de jeu Bulls, par exemple, faire mieux que lui, ou de CDB, peut-être, j'en sais rien. Oui. Des mecs comme ça. Oula, donc, non, effectivement. non. Ah non, mais un changement à la Jardim, un petit CDB ailier, là. Oui, pour 20 minutes, ok, mais pas plus. Non, peut-être passer en losange. Ça peut être une solution. Oui. On nous parle d'Onyekuru, mais Onyekuru, il faut tirer une croix dessus. Hein. Onyekuru, ça semble quand même être très problématique extra sportivement. Donc on ne le reverra plus. C'était déjà le cas avec Jardim, ça a été le cas avec Moreno. En fait, c'est le cas avec tout le monde. Hein. Donc au bout d'un moment, c'est qu'il y a certainement un gros problème avec lui. Donc next, Onyekuru, on va essayer de s'en débarrasser au plus tôt. Ben Yedder, Quentin, bon, il est passeur décisif, donc ça va mettre à son crédit. Moi, je l'ai trouvé un peu mieux que dernièrement quand même, mais c'est vrai que Et c'est Dijon. Moi, je pense que c'est parce que c'est Dijon. Il est loin, le Ben Yedder de la saison passée. Il est très très loin. Ah, mais c'est clair. Moi, en plus, je suis vraiment pas contre qu'il puisse reprendre le ballon, voilà, redescendre un peu et participer à la construction. Mais c'est pareil, on parlait d'une contre-attaque de Gelson tout à l'heure. Lui, il a mené des contre-attaques aussi. On le voit courir, mais honnêtement, enfin, ça fait pas. Je veux dire, tu le vois, ça casse pas des têtes quoi quand il court. Hein. Je veux dire, ça a jamais non plus été bien son point fort. Hein. Bien sûr, évidemment, mais en fait, moi je trouve que ça témoigne du fait que voilà, il essaie de prendre un peu le jeu à son compte et ça témoigne aussi du fait que des fois, quand tu le vois mener des contre-attaques comme ça et qu'il loupe, par exemple, qu'il se déséquilibre ou qu'il lâche la balle un peu trop loin, etc., et qu'il va louper des choses, voilà, pour lui déjà dans sa tête et en plus physiquement, je vois qu'il a du mal en fait à continuer. Effectivement, comme tu l'as dit, depuis le Covid, il avait depuis qu'il a eu le Covid, il avait un peu de mal. Mais en plus, derrière, dans un rôle plutôt passeur, justement, il peut être intéressant, mais pour moi, effectivement, c'est plus le Ben Yedder qu'on a connu l'année dernière, pour l'instant. Mais voilà, il peut retrouver évidemment son niveau. Mais ouais, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur lui, à mon avis. On devrait le revoir après, mais j'espère pour lui qu'il va retrouver son niveau, sinon assez rapidement. On espère tous qu'on le reverra. Jovetic, Patrice, qui est quand même rentré un bon moment, et que moi en tout cas je l'ai pas vu, alors que c'est un profil que j'aime bien, c'est un profil dont j'attends, et je sais pas, je trouve qu'il se cache un petit peu. Alors ça lui permet d'éviter les contacts et d'éviter les blessures, mais nous on aimerait bien aussi avoir un joueur sur le terrain, quoi. J'ai du mal à reconnaître le Jovetic qu'on avait aperçu sur les saisons précédentes, qui jouait très peu de matchs, mais le peu qu'il jouait, en tout cas, il nous faisait vraiment du bien. Oui. Là, il enchaîne du coup les matchs, parce qu'il n'est pas blessé depuis très longtemps maintenant.
Il a du temps de jeu en plus, donc il a la forme. Et pourtant, quand il rentre, on ne le voit pas. Pourtant, c'est un joueur qui normalement a besoin de beaucoup de ballons et qui en touche beaucoup, qui a un très bon jeu de passe, une très bonne lecture du jeu. Après, un bon buteur aussi. Hein. Et là, non, depuis cette saison, pas uniquement que sur ce match, je trouve qu'on le voit beaucoup moins, comme s'il avait énormément régressé du fait d'avoir été un peu longuement blessé la saison précédente. Donc c'est un peu dommage que du coup, on se disait que si un jour ce joueur arrivait à ne pas enchaîner les blessures, ça nous ferait une précieuse nouvelle recrue. Une bonne doublure pour nos attaquants et c'est pas le cas malheureusement, donc c'est un peu du mal parce que je trouve que c'est un profil assez proche de Voland qui pourrait nous faire autant de bien que l'Allemand et on le retrouve pas, donc sur ce match là c'est un peu comme sur les autres matchs quoi. Donc oui, il touche du ballon parce qu'il redescend assez bas et qu'il se positionne un peu plus comme un 10 que comme un attaquant. Il oriente le jeu mais il est rarement en position, il n'est pas très décisif sur ses passes non plus, donc c'est un peu dommage. Ouais, je suis assez d'accord. Goebbels, on en a parlé tout à l'heure rapidement et que ça avait été un petit peu décevant une nouvelle fois. Pellegrini, Quentin, tu voulais en parler, je crois. Bon, il rentre très peu de temps, Ouais. il se procure une situation, il marque. Malheureusement, il est hors jeu. Oui, il est assez hors-jeu de façon. Enfin, il est hors-jeu de façon assez. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était logique de vue de au vu de son placement. En plus, il regardait limite le défenseur. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Bon, il n'est pas étonné après d'être hors-jeu, mais c'est vrai que c'est dommage. On aurait pu lui mettre ça à son crédit sur les quelques minutes qui passent. Mais après, comme disait Patrice, c'est vrai qu'on le voit plus qu'un Goebbels en fait, dans ce point de vue-là. Après, peut-être c'est parce qu'il est axial, mais on sent en tout cas qu'il peut être utile sur une entrée. Et bon, voilà, on lui donnera encore sa chance. Puis on est content qu'il soit pas blessé aussi du choc qu'il a eu. Enfin, pas du choc, mais du mauvais appui qu'il a pris à Lens là, mercredi. Mais non, mais voilà, après, rien d'autre à dire sur lui. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, Sidibé, bon, on l'a dit rapidement, il y avait pas grand-chose à dire. Je pense que j'ai fait le tour des joueurs qu'on a vus aujourd'hui. On n'a pas vu Matazo aussi. T'as l'entrée de Pavlovic. Ah oui, La voilà. seule chose qu'on avait C'est vu, vrai. c'est une belle boulette où il fait une cagade, où il glisse et qui perd un ballon qui donne une action derrière. C'est vrai qu'on a C'est vu. très rassurant. On a vu très rassurant. Pavlovic. Ouais, c'est vrai que ça fait. Il a eu la prime de match. Ouais, bon, écoute, De je sais victoire, en pas. plus, c'est beau quoi, pour après. Avec lui, il y a 100% de victoire quand il joue. C'est vrai que c'est pas très rassurant. On cherche des défenseurs. Moi, j'attends Matsima. Voilà, là, il était pas là. Honnêtement, j'ai pas regardé, donc je ne sais pas pourquoi. Mais les fois où on l'a vu, moi, à chaque fois, j'ai été très satisfait de ses rencontres. En particulier face à Paris, où on le rappelle quand même, il avait joué latéral face à Mbappé. C'est quand même pas simple. Et il s'en était très bien sorti. Donc, je l'attends pas comme le sauveur, hein, loin de là. J'y crois pas, mais je pense que ça sera forcément mieux que Badiachil. Donc, il faut en tout cas qu'il ait sa chance. Beaucoup l'ont trop, et lui ne l'a pas assez, alors qu'il nous a montré qu'il était capable de faire des bonnes prestations à ce niveau-là. Oui, Quentin, tu voulais ajouter ? Ouais, dans le chat, on nous demande Pellegrini titulaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serais pas trop pour le titulariser tout de suite. Mais pourquoi pas, après, hein, ça peut se tenter. Je sais pas, parce que c'est ce que je disais mercredi, c'est qu'avant la rencontre, je me disais pourquoi pas se passer de Ben Yedder. Et d'un autre côté, c'est compliqué quand même. Tu te passes de ton meilleur joueur, et même s'il n'est pas en forme, tu te dis qu'il peut toujours te faire un truc, quelque chose. Le but, malgré tout, même si c'est Voland qui a la conclusion, il est partie prenante de ce but-là. Est-ce que Pellegrini aurait été capable de faire pareil? Je sais pas. Est-ce qu'il aurait apporté autre chose? Peut-être. J'ai du mal. Alors, peut-être faire sortir Voland, du coup. Mais... j'ai du mal aussi, du coup, là. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. C'est à essayer, mais quand même, sortir Pellegrini, plutôt sortir Ben Yedder, je suis pas, malgré tout, même si je le trouve très décevant, j'ai un petit peu de mal encore à franchir ce cap, et surtout que c'est pas comme si quand Pellegrini rentrait, hein, il nous montrait des choses absolument extraordinaires et il marquait sur chacune de ses entrées en jeu. Donc c'est pour ça, pour moi, il faut rester encore sur Ben Yedder, Voland. Merci. Voilà, messieurs, on a fait le tour de cette rencontre. Alors, on se retrouve demain, 17h sur Twitch pour le Mur des légendes consacré à Jean-Luc Ettori. Sinon, la prochaine rencontre, prochain débrief, ça c'est moins sûr par contre. Les prochaines rencontres, c'est mercredi soir, 21h.
Bon, étant donné qu'on est le 23 décembre, moi je serai plus à Montpellier, donc je ne pourrai pas faire le débrief. Ça risque d'être un peu compliqué, certainement de vous proposer en tout cas un débrief en live. On espère à minima vous proposer un débrief audio sur YouTube. Ça sera vraiment le minimum, mais on espère quand même pouvoir vous proposer ça, mais on vous tient au courant dans les jours à venir. Merci Patrice, merci Quentin de m'avoir accompagné pour cette rencontre. D'ici là, messieurs, merci à toi. Portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.